Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. On estime qu'une femme sur 9 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie et une femme sur 27 décédera de son cancer. Alors il survient le plus souvent après 50 ans, mais peut survenir plus tôt dans la vie, dans les formes familiales. Effectivement, certaines personnes sont plus à risque de développer un cancer. C'est le cas des femmes qui ont une mère, une grand-mère, une sœur ou une tante qui a eu un cancer du sein. Alors aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors toi, tu as effectivement choisi de subir une mastectomie préventive justement parce que tu avais eu des cas de cancer dans ta famille et que du coup, tu étais porteuse d'un gène. Alors, raconte-nous un petit peu ce qui t'a amené à réaliser cette intervention de manière préventive. Alors, comme tu l'évoques dans l'introduction, chez nous, ces cancers du sein, en fait, n'ont sauté aucune génération. Arrière-grand-mère, grand-mère et maman ont toutes développé avant l'âge de la quarantaine un cancer du sein. Mon arrière-grand-mère, on a effectivement statué sur le décès d'une longue maladie. On n'a pas été au-delà. Pour ma grand-mère, elle a été de récidive en récidive, mais elle a réussi à vivre jusqu'à l'âge de 83 ans et de décéder d'une fausse route alimentaire, donc aucun rapport avec son cancer. En revanche, quand ma maman est tombée malade, alors qu'elle se faisait rigoureusement suivre, qu'elle se soumettait aussi à toute la surveillance par imagerie qui lui avait été recommandée dès le plus jeune âge, elle a développé donc une forme de cancer finalement très agressive. Elle a dit que c'était un petit cancer. Elle s'attendait de toute façon à le faire. Donc c'était un cancer invasif qui s'est très vite finalement propagé et du coup elle en est décédée à l'âge de 47 ans après 5 ans de lutte vraiment acharnée auquel forcément moi en tant qu'enfant de façon très impuissante j'ai assisté. Ouais. Et c'est vrai que finalement, premièrement déjà pendant son combat à elle, que j'ai compris qu'elle avait vraiment un double combat, c'est-à-dire déjà pour elle, comme elle avait vu sa maman, alors avec un sein en moins, mais se battre et finalement avoir une longue vie. Au début, elle s'est pas tout de suite dit c'est menaçant et j'engage mon pronostic vital. Elle avait quand même un de ses frères qui était décédé à l'âge de 33 ans aussi d'un lymphome hodgkinien, donc voilà, elle sentait la menace, mais elle s'est toujours dit si ma mère s'en est sortie, je m'en sortirai. Et puis petit à petit, effectivement, en échangeant avec les médecins, voyant que ensuite il y avait une atteinte pulmonaire, qu'il y avait les métastases qui commençaient du coup à manifester leur présence, elle a commencé à se dire mince, c'est quand même un cancer hyper violent, hyper virulent. Et donc du coup, de fait, elle s'est dit il y a probablement autre chose qu'une simple malédiction, en fait. Ouais. Voilà. Et comme, en plus, tout le monde lui disait, c'est vrai que c'est un cancer très jeune, c'est vrai qu'avec les différents cas dans votre famille, en fait, c'est elle qui a remué ciel et terre et qui a évoqué avec les oncologues le fait qu'il puisse y avoir un lien entre l'hérédité et son cancer. Et comme elle voulait absolument savoir pour ses filles, c'est là qu'entre en jeu en fait son deuxième combat à défaut de se battre contre cette maladie, c'est vraiment de savoir pour ses enfants. Et donc pour moi et ma sœur, moi j'étais très jeune quand elle est tombée malade, j'avais 20 ans. Et petit à petit, au fur et à mesure, je l'ai énormément accompagnée lors de ses consultations. On a beaucoup échangé. La parole d'ailleurs s'est très vite libérée entre nous. Et j'ai compris que si elle faisait tout ça pour savoir pour elle, donc elle réclamait à corps et à cri un test, on était vraiment aux prémices de l'oncogénétique. Quand elle finit par rencontrer la bonne personne, voilà, on lui dit « Ok, on va vous tester ». Elle demande immédiatement à ce qu'on me teste en même temps qu'elle, en fait. D'accord. Elle a dit, mais si je suis testée, de toute façon, je le fais pas forcément que pour moi. Même si elle pensait bien qu'il pouvait y avoir aussi... elle allait plus loin, tu vois, dans les types de traitements. Elle s'est même dit, s'il y a quelque chose qui fait
cette particularité, cette signature de cancer assez féroce, peut-être des médicaments et du coup des chimiothérapies aussi plus adaptées à mon protocole de soins. Mais ensuite, vraiment, c'était vraiment l'idée de se dire, je veux absolument que mes filles n'aient jamais à vivre ça. Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on s'apprête à faire donc cette prise de sang toutes les deux. J'ai 23 ans quand on accepte de nous tester ensemble. Et donc le résultat, malheureusement, a été positif. Alors, on a une malchance sur deux parce que au moment où finalement elle fait aussi ce test-là, on lui explique qu'il se peut très bien qu'on trouve quelque chose comme qu'on ne trouve rien finalement. Dans les formes familiales, on est au tout début, donc on parle du BRCA. Effectivement, c'est la recherche sur laquelle nous, on est testé. Aujourd'hui, on teste sur un panel de gènes, mais à l'époque, c'était vraiment les BRCA. Et donc voilà, la sentence tombe, elle est porteuse et je le suis aussi. D'accord. Donc, voilà, la seule chose, c'est que moi, je démarre dans ma vie, je viens tout juste de me marier. Et je ne le sais pas, mais je suis enceinte au moment où je l'apprends. Et ça va me demander un petit temps de réflexion parce que au moment où moi je l'apprends, en fait, je me dis que je le fais parce que de toute façon, je veux anticiper. J'avais entendu parler de ces chirurgies préventives. Ma mère s'était renseignée, elle m'avait dit voilà, si tu le fais, c'est pour te faire enlever la poitrine. En gros, moi, j'étais plutôt partante parce que voyant la galère en fait, je me suis dit il y a moyen d'échapper à tout ça, pourquoi pas. Et comme effectivement, je vais apprendre que je suis enceinte au moment où je reçois cette annonce, la vie fait que voilà, je vais donner naissance à cet enfant. Il faut que ce soit une trêve pour ma mère aussi parce que je sens que du coup, ça va de moins en moins bien. Je me dis, il faut que je lui donne aussi cette chance de pouvoir être grand-mère, peut-être avant de s'envoler. Et donc voilà, ma priorité, ça va être d'abord de finir de m'occuper de ma maman et de mettre au monde cet enfant. Et au moment finalement où je deviens mère moi-même, je perds la mienne. Donc après, tout s'est enchaîné en fait. Alors juste, on va revenir un peu sur les résultats. Est-ce que tu as ressenti quand même peut-être un soulagement de savoir? C'est vraiment ça, tout le monde parle au début, oui, mais est-ce que c'était pas un choc? Mais c'est vraiment ça. Il faut savoir qu'on avait besoin de toute façon de cette explication. Parce que pour nous, il y avait quelque chose de rationnel à tout ça. Et on avait besoin de cette sentence, en fait, pour finalement peut-être même nous déculpabiliser de quelque chose. Parce que, en fait, ma mère avait aussi dit, mais j'ai allaité mes 3 enfants, j'ai toujours eu une hygiène de vie irréprochable, j'ai toujours fait, voilà, et les femmes de ma famille ne fumant pas non plus. Enfin, on s'était imaginé, tu vois, tout un tas de facteurs extérieurs qui pouvaient être aussi responsables de ça. Bien qu'il faut le rappeler, personne ne l'est. C'est-à-dire aujourd'hui, on entend plein de choses et finalement, quand on dit toujours ça arrive aux autres, mais les autres, c'est nous. Et ces cancers aussi peuvent, de façon complètement injustifiée, arriver comme ça dans la vie d'une personne, voilà, sans aucun facteur en fait prédominant. C'est pas toujours. On essaye de mettre la faute toujours sur quelque chose, mais voilà, il n'y a pas d'explication. Nous, au moins, on savait qu'il y avait quand même cette anomalie génétique qui, de toute façon, nous exposait à plus de 90%. Enfin, c'est 80% quand on m'a donné les chiffres. Et puis, une malchance sur deux, c'est quand même énorme. Dans la transmission d'un gène, c'est un coup de pile ou face. Donc voilà, non, moi, c'est un soulagement parce que en plus, en étant aussi quelqu'un de très cartésien, je le sentais, en fait. Je savais, j'ai vécu tout ça avec ma mère. J'ai eu même comme des images, me voyant moi-même dans cette projection en chimio. Donc, j'ai toujours eu ce sentiment que, à défaut de la fusion qui nous liait, il y avait quelque chose d'autre que je sentais en moi qui expliquait tout ça. Donc, oui, c'est un vrai soulagement. Et en plus, je mesure la chance surtout que j'ai d'avoir cette information capitale qui va me permettre en fait de regarder avec un angle de vue. Enfin, je me prépare en fait dans quelque chose qui fait que il faut au contraire pas du tout que ce soit anxiogène. Si en plus j'ai les moyens d'anticiper et de prévenir plutôt que de guérir, enfin voilà, je me dis grâce à ma mère, je vais quand même obtenir ça. D'ailleurs, je parle de la chirurgie, pas du tout conscience que je suis enceinte, mais je demande tout de suite à rencontrer un chirurgien. Et l'oncogène essaye vraiment de ralentir un peu ce process, me
comprendre que pour moi, il n'y a aucune urgence, que je peux vivre ma vie. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, je ne suis absolument pas prendre ces risques-là. Et je veux me débarrasser de ma poitrine. Et ça, c'est un truc que j'ai eu à la première seconde. Jusqu'à ce que je me fasse opérer, de toute façon, tous les jours, je me suis réveillée avec cette envie omniprésente de les couper. Et du coup, tu t'es fait opérer combien de temps après avoir appris les résultats? J'ai mis au monde cette petite fille et donc tout juste 1 an après sa naissance, donc ma mère est décédée. J'ai repris un peu sous la forme et je le dis vraiment parce que c'était pour moi un hommage à son départ et un hymne aussi à tout cet amour qu'elle m'avait transmis. J'ai commencé vraiment à me documenter, à me renseigner et à prendre des avis de consultation pour trouver le chirurgien qui d'une part accepterait de le faire mais avec qui aussi le feeling allait passer. J'avais vraiment besoin d'avoir comme une caution solidaire, quelque chose, un crédit par rapport à ce geste-là. Et c'est vrai qu'en France, à l'époque, quand on remet ça dans le contexte, il y a un peu plus 14 ans, presque 15, on sent bien que de toute façon, c'est un sujet qui est hyper touchy, qu'on peut pas enlever des seins, pour le coup, sains, sur une femme plus jeune que moi, c'est pas du tout monnaie courante. Donc, voilà, donc on veut aussi savoir si j'ai bien conscience que ce geste sera irréversible. On me parle d'une mutilation plutôt que d'une chirurgie, donc les mots sont très forts. Mais moi, j'ai bien conscience de tout ça. Et après, justement, être passée entre les mains aussi de professionnels et de psychologues, tout le monde se rend bien compte que j'ai pleinement conscience de tout ça. Et que pour moi, le traumatisme est tel aussi d'avoir perdu ma mère très jeune. Je me suis rendu compte en la perdant qu'on pouvait vraiment mourir de ces cancers-là, qu'en ayant donné la vie, il était hors de question que je me mette en danger et que je ne puisse pas élever mon enfant. Donc voilà, en fait, je pense que tout ça, ça a aussi participé au fait que les médecins aient compris que j'étais déjà stable dans ma vie. J'avais donc forcément mon mari, ce premier enfant, et donc je mesurais pleinement le poids et le choix, ce choix médical qui n'est pas celui de tout le monde, mais je l'assumais complètement et ça, je pense que ça n'a vraiment rien à voir avec l'âge aujourd'hui parce que probablement que j'avais aussi cette maturité en ayant ce recul, voilà. Et du coup, comment cette opération a impacté ton quotidien et également, j'imagine, ta vie professionnelle? Une fois que je trouve mon docteur sauveur qui me fait comprendre que si j'étais sa fille, très clairement, il m'encouragerait à le faire. Voilà, ces mots sont juste ceux que j'ai besoin et envie d'entendre au moment où je le fais. Donc, on pacte ensemble d'une reconstruction aussi en cours d'intervention. C'est-à-dire que moi, j'étais prête à faire le deuil de cette poitrine, même ne me faisant pas reconstruire. Et lui me dit que c'est le seul contrat qu'il prend parce que voilà, ça va déjà être suffisamment éprouvant pour moi. Et à un si jeune âge, en plus, j'avais une poitrine très généreuse. Le choc allait être davantage compliqué. Et puis, je pense aussi qu'il entend le fait que je suis en couple et que même si cette décision de façon très personnelle et seule m'appartient, il y a quand même des éléments à prendre en compte. Je reconnais qu'il a bien fait pour moi. Donc, je vois effectivement voilà, je ressens que pour lui, il est de très bons conseils parce que il accepte de faire ce geste avec cette condition sine qua non. Et moi, je lui fais confiance. Voilà, j'aurais pas de regrets après, même si il va y avoir des complications. La première chose qu'il faut retenir, c'est que quand je me réveille, même si la douleur est très très compliquée à gérer et même si j'ai un rejet total de mon image et de mon corps parce que voilà, on se lance à bras-le-corps dans le sujet, mais on n'est jamais vraiment préparé à ne plus ressentir, à perdre tout cet aspect sensitif, voilà, à voir son torse tuméfié. Et voilà, une fois qu'on est dans le vif du sujet, les choses, évidemment, donnent d'autres réactions qui étaient complètement, finalement, imprévisibles et dans lesquelles on ne pouvait absolument pas se projeter. Je sais que je me sens beaucoup plus libre, en fait. Et c'est le cas aussi quelques années après, quand je vais faire ce choix de l'ovarectomie. C'est un sentiment à chaque fois de me libérer, en fait, de me délester de ce poids. Donc, je me sens plus légère. Et j'ai l'impression surtout que devant moi, j'ai un horizon
sans aucun nuage et ça me permet à nouveau de me dire, voilà, je vais faire plein de choses. Effectivement, on en a parlé. Je sens qu'il va falloir que je fasse un travail sur moi très profond, d'acceptation de ce contexte, de cette poitrine qui ne vibre plus comme avant, de tout ce que je ressens aussi comme chagrin d'avoir eu à faire ceci. Parce qu'on en veut quand même à la terre entière. Hein, bien sûr. Puis quelque part, ça rend plus réel pour toi la maladie. Eh ben, on passe aussi entre guillemets, du cas indemne en fait au cas de patient, parce que de toute façon, à partir du moment où on rentre dans ce process, même si la maladie n'est pas là, on est diminué physiquement, il y a un temps de convalescence, il y a un temps d'acceptation, et puis après il y a tout l'aspect, la dimension psychologique. Alors je dirais pas tout aussi lourde, mais éprouvante, parce que voilà, il faut faire ce travail pour reprendre contact, se reconnecter à sa féminité. Travailler sur tout ça. Donc, c'est vrai que dans les mois qui suivent, je sens que je suis en train de perdre pied et faut pas avoir peur des mots. Donc, je décide de me lancer un peu en cobaye, en fait, dans une formation de conseil en images. Finalement, j'apprends à accompagner les particuliers dans les différentes fractures de leur vie et à travailler sur leur image. Je vais peut-être pouvoir le faire sur moi en priorité. Et si vraiment la formation porte ses fruits, alors j'aurai probablement déclenché une méthodologie qui me permettra d'être encore plus légitime dans ce métier de coach et d'accompagnant. Et donc, je me lance et à corps perdu, là, c'est vraiment ça, dans cette formation pour essayer de me reconnecter à tout ça. Ça marche, voilà, même quand je fais des essais. Je le dis à personne, hein, je suis terrée pendant tout ce temps-là. C'est ça qu'il faut imaginer, c'est qu'aujourd'hui, j'en parle et c'est toujours très difficile pour moi de reparler de ces moments qui sont intenses et profondes, mais je suis complètement à milieu d'imaginer que je vais faire tout ça des années plus tard, parce que c'est le simple fait que quelqu'un pose le regard sur ma poitrine et je ferme tout, je fais des cols roulés, enfin... Je me dis, est-ce que les gens voient ô combien c'est laid, ô combien je triche et j'essaie de garder un sourire alors que finalement, cette image me déconvient complètement. Et en plus, je vais avoir une coque, je me suis faite reconstruire sans le savoir et mon chirurgien, évidemment, non plus avec les prothèses PIP. Donc, je vais me retrouver avec une coque de stade 3, difficilement les mouvements, même pour solliciter. Je suis danseuse, alors c'est pas mon métier, mais c'est vrai que ça fait ma passion et je fais le sport et tout ça, je sens que je suis freinée dans mes volontés de porter, de plein de choses et du coup, voilà, le résultat est asymétrique. J'en ai un qui remonte. C'est complètement disgracieux. Donc, j'essaie de trouver à chaque fois et des maillots de bain et des sous-vêtements dans lesquels j'arrive à trouver une façon de camoufler tout ça. Mais c'est très lourd. Ça a été un grand défi, du coup, pour toi, justement, de retrouver cette féminité? Ça a été un grand défi et je vais même te dire, c'est au-delà de la féminité. Je pense que j'avais l'impression, même si je savais pourquoi je l'avais fait et que j'ai toujours dit c'est une valeur ajoutée pour moi, je gagne du temps de vie. J'ai quand même eu le sentiment qu'on m'avait volé ma joie de vivre, ma fraîcheur, que je rentrais dans quelque chose qui était vraiment de l'ordre de l'épreuve et que chaque jour au quotidien c'était dur à encaisser donc je me mets aussi en quête de retrouver l'innocence d'une femme de 26 ans qui doit vivre sa vie, qui est une jeune maman et puis j'ai toujours fait attention aussi à moi, j'ai toujours été très coquette, ça a toujours eu une importance aussi dans ma vie et dans mon quotidien, donc j'avais envie de me trouver jolie et ça c'était très dur. Et qu'est-ce qui t'a aidé du coup à aller de l'avant et à être la femme épanouie que tu as l'air d'être aujourd'hui? Alors déjà, cette formation, ça c'est sûr, ça a vraiment été la clé pour moi. Et ensuite, à partir du moment où j'ai commencé à accompagner les autres, j'ai senti que ça devenait thérapeutique, c'est-à-dire que plus j'avançais, plus j'expliquais, parce que par contre, je ne me cachais pas avec mes clients, c'était un sujet que j'abordais facilement. Parce que quelque part, le conseil en image, c'est ça. J'ai toujours dit, on est obligé de se mettre à nu au moment où on démarre ce coaching.
Et donc, j'avais envie d'être honnête et de parler aussi de mes failles et de mes fêlures en expliquant que peu importe le sujet, peu importe le problème, on doit aussi faire face dans une vie à des moments où on est moins bien que d'autres. Et donc, leur prouver aussi que j'étais comme eux parce que finalement, voilà, il n'existe pas de femme aujourd'hui qui ne soit pas complexée. Donc ça a été très fort de sens. Et puis, évidemment, il y a eu l'annonce d'Angelina Jolie. Et là, ça a pris une ampleur dans ma vie. Ça a été un alignement. Moi, je faisais de l'accompagnement aussi des femmes, donc bénévolement avec ce métier. J'allais donc une fois par mois faire ces ateliers dans les instituts et dans les centres de lutte contre le cancer. Beaucoup connaissaient mon histoire. Et donc, évidemment, quand Angelina Jolie a parlé, il y a des équipes de médias qui cherchaient un témoignage. Et donc, très naturellement, mon téléphone a sonné quasi le matin à 9h pour me dire « Laetitia, il faut que tu parles ». Et en plus, ce jour-là, j'avais vraiment un atelier et je m'en allais faire mon test de colorimétrie avec ces femmes. Et c'est vrai que, voilà, quand il a été question d'assumer tout ça au grand jour, face au public, je me suis dit « C'est déjà un pas énorme » parce que moi, je ne voulais absolument pas me montrer. J'étais tenue de m'exposer pour servir un message qui me semblait essentiel parce que je m'étais sentie tellement seule pendant toutes ces années que voilà, ça a été après évident pour moi de me dire je veux parler, je veux en parler. Si ça peut servir à d'autres. Et alors aujourd'hui, quels sont tes projets ? Mes projets, je les nourris au cœur d'une plateforme, d'un royaume et d'une famille qui est l'association Génétique Cancer que j'ai fondée maintenant il y a 5 ans. C'est la première association de patients reconnue d'utilité publique puisque finalement, voilà, elle traite de ce sujet et du lien d'hérédité et de cancer. Elle soutient et elle défend les familles à risque. Pas forcément que les familles prédisposées au cancer du sein et de l'ovaire, donc porteuses des mutations et des anomalies génétiques BRCA, mais vraiment, il y a plus de 80 gènes existants, donc le but, c'est aussi qu'on commence à parler et qu'on démocratise aussi tous les autres gènes et toutes les formes de cancer héréditaire qui peuvent toucher d'autres parties, d'autres organes, comme les cancers de la peau, cancers aussi chez certains enfants. Qu'on puisse parler plus librement et qu'on puisse expliquer aussi l'intérêt d'un test génétique aujourd'hui. Parce que quand on est dans ces parcours thérapeutiques, c'est très très lourd de venir aussi cet oiseau un peu de mauvais augure qui vient informer la famille de ce souci. Ma mère a trouvé ça très éprouvant, donc c'est vrai aussi qu'on essaye de faire en sorte d'en parler, que les gens comprennent l'intérêt de transmettre cette information capitale à sa descendance, aux membres de la famille. On les accompagne aussi sur la façon dont ils peuvent faire ces annonces de conséquences. Évidemment, on parle des chirurgies préventives, donc que ce soit sein et ovaire dans les cas des prédispositions concernées. C'est aussi 40% des demandes qui émanent sur notre site internet et donc on est là aussi pour pouvoir y répondre, pour créer ces binômes parce qu'il y a beaucoup d'ambassadrices qui ensuite sont venues à moi et donc ont décidé aussi d'empoigner le sujet, de devenir elles-mêmes ces relais, ces porte-paroles de l'association, tu vois. C'est la chose la plus fabuleuse qu'il soit donné de faire dans une vie, c'est que quand on met autant de cœur à l'ouvrage pour réussir à dépasser et à surmonter cette information qui aurait pu paralyser ma vie. Aujourd'hui, c'est le moteur. Et puis, j'ai 2 filles. Donc, forcément, le message pour les générations à venir, l'espoir réside aussi dans ça. Voilà, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile et de ce temps de vie que j'ai obtenu en sacrifiant ces organes. J'ai aussi fait l'ovarectomie. Donc, je suis ménopausée, à peine 40 ans puisque je ne les ai pas encore. Mais voilà, je me dis qu'à chaque fois, j'ai réussi à augmenter mon espérance de vie. Je veux mettre ce temps-là au profit de cette cause qui continue de m'occuper à plein temps. Parce que voilà, même si je travaille à côté, c'est nuit et jour. Dès que j'ai 1 seconde de mon temps libre, c'est pour génial. Alors, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent ?
de se faire confiance, en fait. Je pense que c'est le plus important. Quoi qu'il en soit, peu importe la position dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et toutes les personnes qui m'écouteront pas concernées, qu'elles aient peut-être même un questionnement autour du fait qu'il y ait ces répétitions de cancers qui ont frappé leur famille, de se faire confiance, voilà, s'il y a un doute, prendre une consultation, demander à rencontrer des conseillers en génétique, poser la question, refaire l'arbre généalogique pour savoir si un test est recommandé ou non. Et puis après, effectivement, quand on apprend qu'on est porteur ou porteuse de ces anomalies, c'est voilà, continuer de se surveiller, prendre vraiment à bras le corps son capital santé, c'est-à-dire aussi, je pense qu'en France, on a une façon assez étrange qui est qu'on ne parle pas de nos antécédents familiaux. Ces sujets-là, santé, sont parfois très tabous dans les familles. Moi, j'ai eu la chance de parler librement de tout ça avec ma maman, même sur des heures de partage de repas et autres. Et je pense qu'on doit libérer la parole d'une façon générale et ne pas avoir peur, parce que la peur n'évite pas le danger. Aujourd'hui, je constate aussi que par peur, il y a beaucoup de négligence. Et donc, je pense qu'il faut se faire confiance, il faut essayer d'être assez régulier aussi sur la façon dont on doit se faire surveiller, les consultations gynéco, les imageries pour les femmes, seins, mais d'une façon générale aussi, un symptôme ou quelque chose qui n'est pas normal, il ne faut pas attendre, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des techniques de dépistage qui sont beaucoup plus performantes et qui permettent aussi de diagnostiquer précocement certains cancers. Et on le sait, de toute façon, l'espérance de vie et le taux de survie dépend aussi du moment où on a découvert l'existence de ces cancers. Donc, je pense qu'on ne doit plus parler de cancer avec quelque chose derrière qui forcément fait référence à la mort. Bien sûr, malheureusement, cette maladie continue d'emporter beaucoup trop de gens à mon goût, mais je pense aussi qu'on a des moyens aujourd'hui de contourner certaines choses. Et en tout cas, avec l'association avec Génétique Cancer et avec ces messages aussi de prévention, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses et qu'en parlant, on peut aussi sauver des vies. Donc, il faut continuer de le faire et ne pas avoir honte, ne pas avoir peur, être fier de parler de ces sujets comme on peut parler des autres. Bien, merci beaucoup, Laetitia, pour ton témoignage. Vraiment, tu as eu le courage de prendre des décisions difficiles, mais pas impossibles. Exactement. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite vraiment bonne continuation au sein de ton association Génétique Cancer. Merci beaucoup et belle écoute à tous. Merci.